Avec la chute de l'ancien président syrien Bachar al-Assad et l'arrivée au pouvoir d'Ahmed al-Shara à Damas, avec le soutien de la Turquie, la Syrie attise les convoitises des puissances régionales voisines. En effet, deux visions concurrentes ont émergé. La route du développement de la Turquie, un corridor de transport proposé reliant Bassora en Irak à la Turquie et au-delà vers l'Europe, et la ligne de paix, en tout cas ce que disent les Israéliens, d'Israël, qui vise à relier le golfe Persique à la Méditerranée via la Jordanie et le port occupé de Haïfa. Ces corridors d'infrastructures ne sont pas de simples initiatives économiques. Ils sont le champ de bataille d'un nouvel ordre régional. Souaïda, longtemps considéré comme périphérique, est devenu un point de friction stratégique dans cette guerre logistique. Cette province à majorité druze est devenue une porte d'entrée potentielle pour une guerre régionale autour des corridors commerciaux et de transport. Ces projets s'étendent également au Liban voisin. Le poids stratégique de Souaïda découle de sa situation géographique au carrefour de ses projets rivaux. La province pourrait servir d'artère vitale aux ambitions terrestres d'Ankara ou de point d'étranglement menaçant les efforts de Tel Aviv pour contourner les territoires turcs et iraniens. Ainsi, le gouvernorat vital de Souaïda, dans le sud de la Syrie, se retrouve soudainement en première ligne, non pas en raison d'un différend sur un conflit localisé, mais parce qu'il est une clé stratégique dans la bataille ferroviaire où les routes deviennent des frontières et les pipelines des fronts. Ainsi, la dynamique de partition de la Syrie est-elle lancée? Quelle est la similitude avec ce qui se trame dans les Balkans, notamment par le MI6 britannique, pour empêcher tout rapprochement avec la Russie? Pour discuter de toutes ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris Bertrand Scholler, analyste géopolitique français, diplômé de Sciences Po Paris et conseiller en stratégie. Bertrand Scholler, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal et bonjour aux personnes qui nous regardent ou nous écoutent. Alors, Bertrand Scholler, les dirigeants religieux druzes de Souaïda ont publié une déclaration ferme rejetant l'utilisation de leur région comme passerelle pour des projets étrangers qui ignorent leur souveraineté ou leur existence. La déclaration affirmait, je cite, ceux qui misent sur la violation de Souaïda perdront. Le sort de la montagne se jouera sur la montagne elle-même. Fin de citation. Alors, à votre avis, ce sont les jeux géoéconomiques et géostratégiques qui déterminent ce qui se passe dans cette région ou les conflits ethno-religieux comme certains médias occidentaux veulent nous le faire croire. Comment s'imbriquent ces deux aspects du problème? Alors, ce qu'on a observé, je vais revenir juste un petit peu en arrière, hein. Donc, vous avez dit, il y a un nouveau régime qui est en place en Syrie et qui a été mis en place début décembre, en fait, le Mhm, 9 décembre. Bachar el-Assad a quitté la Syrie, il serait aujourd'hui en Russie. Et il y a quelqu'un qui s'appelait Al-Jolani, qui a changé de nom, comme vous l'avez dit, et qui est devenu le président par intérim du pays. Et depuis, toutes les informations qui arrivent de Syrie, aucune n'est rassurante. Mais jusqu'à présent, ça touchait la région côtière, les Alaouites, d'ailleurs une région mhm, qui est bombardée très régulièrement par le régime de Tel Aviv, mais également les chrétiens. Il y a eu beaucoup d'incendies d'ailleurs dans la zone chrétienne, mais on avait moins entendu parler des Druzes. La seule chose qu'on savait, c'est que Israël s'étendait au sud de la Syrie, puisque dès la chute du régime de Bachar el-Assad, ils ont étendu leur emprise au-delà du Golan, donc des sommets du Golan, vers ce qu'ils appellent une buffer zone. mhm, Cette zone tampon s'étend petit à petit vers Soweïda. Et ça s'est étendu sans aucune résistance du nouveau régime qui a mhm, laissé faire comme si c'était normal et ils ont perdu 40% du contrôle des réserves d'eau du pays, puisqu'en fait,
c'est là où il y avait les grands barrages d'eau douce qui sont Mhm. utilisés essentiellement d'ailleurs pour Damas. Je rappelle d'ailleurs que d'un point de vue géographique, Damas est très très proche de la frontière avec Israël et maintenant très proche des troupes israéliennes qui sont à 15 kilomètres. Mais il y Ouais. avait cette zone des Druzes. Alors peut-être juste un petit retour en arrière, mais des minorités druzes en grand nombre, il y en a principalement dans trois pays. Il y en a au Liban, au sud du Liban, là où Israël essaye de s'étendre, au sud de la Syrie, donc la région en particulier de Soweïda, et au nord de l'Irak dont vous avez parlé dans l'introduction. Mais il y Mhm. en a aussi, plus étonnamment, une petite minorité en Israël. Et donc là, Je crois, c'est de vraiment, 150 000, de cent voilà. cinquante mille personnes à peu près. Mais ce qui est un nombre significatif, Oui. et vous allez voir où je vais en venir. Mhm. Depuis quelques mois, le président par intérim de Syrie va, il a commencé à aller visiter Macron à l'Élysée, etc., etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a à peu près une semaine? Il est allé à Bakou, donc en Azerbaïdjan, où il a été reçu par le président d'Azerbaïdjan. Et je vous rappelle que l'Azerbaïdjan est un très grand partenaire d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé dès son retour? On a vu des images de forces de HTS qui coupaient des moustaches et qui, entre guillemets, humiliaient des Des Druzes. Druzes. Ouais. Puisqu'en fait, les Druzes sont connus pour avoir des grosses moustaches. Mais bizarrement, les personnes auxquelles on coupait les moustaches avaient pas du tout des moustaches de Druzes. C'était des images de gens auxquels on coupe des moustaches, mais qui ressemblaient à tout sauf à des Druzes, parce que les Druzes ont une très grosse moustache, mais ils n'ont pas de barbe. C'est pour ça qu'on Mhm. les appelle, que leur caractéristique, c'est à moustache. Là, ils rasaient des gens barbus. Donc peut-être plutôt des d'autres minorités, mais clairement, on n'était pas dans les Druzes. Mais d'un seul coup, c'est des images qui ont circulé partout dans le monde. Regardez, c'est horrible, ils coupent les moustaches. Alors, ce qui était fou, c'est qu'en ce moment, il se passe un génocide à Gaza, mais là, on rase des moustaches, et là, d'un seul coup, ça faisait la une des journaux en France, la une des journaux en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, tout le monde en parlait, et ils annoncent qu'il y a une tuerie dans un hôpital. Et là, d'un seul coup, ça rappelle la Libye, ça rappelle les couveuses du Koweït, ça rappelle plein de choses. Ouais, ouais. C'est-à-dire, il revient de Bakou et le lendemain, comme ça lui prend comme une idée folle. Il envoie des troupes à Soueda pour faire un carnage dans un hôpital et raser des moustaches. Fort de ces images, que fait Israël? Il bombarde tout. Il bombarde des colonnes de blindés, il bombarde des troupes, il bombarde le ministère de la Défense syrienne à Damas Mhm. et il bombarde le palais présidentiel de Damas. Mhm. Je ne sais pas si tu réalises Oui, oui, oui. comme on est véritablement à nouveau dans une séquence qui peut très franchement rappeler un false flag. Tu vois, ça rappelle tous les scénarios les pires qui ont eu lieu. Et là, Jolani dit non, non, mais je suis pas en dispute avec les Israéliens. Il fuit quand même Damas parce qu'en fait, un bruit court qui voudrait l'assassiner, comme si il pourrait avoir des difficultés véritablement à l'assassiner. Il est très pratique en fait. Et donc, les Druzes rentrent au cœur du schéma. Et donc, vous avez parlé, effectivement, la Syrie, depuis toujours, avant la guerre civile qui a commencé en 2011, au moment des printemps arabes, était un pays qui intéressait à la fois l'Iran, à la fois le Qatar, mais L'Arabie évidemment Saoudite. l'Irak, mais pas l'Irak en tant que tel, mais l'Irak en tant que pays pétrolier sous la gouvernance des États-Unis, parce que c'est un lieu de passage pour aller vers la Turquie, puis aller vers l'Europe et essayer de court-circuiter la Russie en termes de gaz et de pétrole, Mhm. puisque le Qatar ne sait pas quoi faire de tout son gaz
Et l'Europe a besoin d'énormément de gaz parce que le gaz américain n'est pas de très bonne qualité, il est très cher et il ne suffit pas à compenser l'absence du gaz russe. Donc c'est une zone centrale. Mais en réalité, il semble que l'objectif, il est d'une part, en prenant cette région, de couper les projets de route de la soie des Chinois, parce qu'en fait, beaucoup de gens ont envie de passer par cette région du monde, et Mhm. la Syrie avait de bonnes relations avec la Chine, qui était en train vraiment de se structurer. Malheureusement, Bachar a essayé d'être aussi en bonne relation avec l'Europe, avec tout le monde. Il a été un peu dupe hein, et ça lui a coûté beaucoup de choses et à son peuple encore plus. Mais qu'est-ce qu'on voit? En fait, on sent que les Druzes pourraient être un bon alibi pour créer au sud du Liban, au sud de la Syrie, au nord de l'Irak, une grande bande druze Ouais. autonome avec des relations très particulières avec Israël, mais qui permettrait petit à petit à Israël de créer une route directe entre l'Azerbaïdjan et Israël, puisqu'aujourd'hui, en fait, l'Azerbaïdjan fournit l'essentiel des hydrocarbures qu'utilise Israël. Mais ça passe par l'Arménie, puis par la Turquie, puis par la mer pour revenir en Israël. Imaginons une voie directe, puis ensuite cette voie qui pourrait être utilisée par l'Irak, et effectivement, ça rendrait les ports israéliens incontournables pour petit à petit tout le pétrole et le gaz du Golfe Persique, et ça isolerait complètement l'Iran. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, Même la l'Iran Turquie, dans ce n'aurait cas-là, elle va en prendre un coup. exactement, puisqu'en fait, l'Iran n'aurait même plus véritablement la menace des détroits d'Ormuz ou du Yémen, puisqu'en fait, le pétrole arriverait par oléoduc directement dans des ports de Méditerranée, sans passer par Ormuz ni par Suez. D'ailleurs, l'Égypte aussi souffrirait beaucoup et irait directement vers les marchés européens, soit en restant dans des pipelines par la Turquie, soit par des gros D'accord. Alors, tankers. alors, pour continuer dans le même sens de ce que vous avez développé, Bertrand Scholler, j'aimerais bien rappeler un fait. Alors, en novembre 2018, le ministre des Transports de l'époque israélien et actuel chef de la défense israélienne, Israël Katz, a dévoilé lors d'une conférence internationale sur les transports à Oman le projet Chemin de fer de la paix. Voilà comment il l'appelle, visant à relier, disons de manière ironique, chemin de fer de la paix, visant à relier donc les pays du Golfe Persique à Israël via la Jordanie, dans le cadre donc d'un plan stratégique visant à stimuler l'intégration économique et à relier les marchés d'Asie occidentale au port méditerranéen israélien. Et Katz avait présenté le projet comme une vaste entreprise d'infrastructures impliquant des lignes ferroviaires reliant le port de Haïfa dans le nord d'Israël aux villes du Golfe via la capitale jordanienne Amman et avec la possibilité de relier donc les Palestiniens au port de Haïfa pour faciliter les échanges commerciaux. Donc, il a janvier ce que vous venez de développer. Donc, le projet se présente comme une alternative donc importante permettant aux pays du Golfe Persique de contourner les menaces de sécurité dans le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb en fournissant une route terrestre plus sûre, moins chère pour le transport de marchandises avec des avantages économiques significatifs pour tous les pays participants, y compris, ce qu'il dit, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, d'autres États du Golfe et potentiellement l'Irak et la Syrie. Alors, quelle est votre analyse sur le sujet, sur ce projet israélien qui a été donc annoncé à Oman et rappelons que c'était 2 semaines après une visite de Netanyahou et la concurrence avec notamment la Turquie est-elle une des principales raisons de ce qui se passe dans cette région de la Syrie? Alors, peut-être juste rappeler une image des trains de la paix. Et j'ai cette image abominable du génocide des Indiens d'Amérique pour permettre aux fameux trains de la paix de traverser le continent Ouais. américain
Et ça a été une justification au fur et à mesure pour détruire les troupeaux de bisons, mettre dans des parcs les Indiens, etc., etc., et puis coloniser par villes successives le long de la voie ferrée. Donc, le train version euh, Amérique-Israël n'est pas quelque chose de très rassurant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les pays que vous avez cités sont soit des membres, soit des candidats membres aux accords Abraham. Et donc, on voit que ce projet de train, c'est vraiment une manière de coloniser les pays. Parce que celui qui va contrôler les voies ferrées, et évidemment Israël se propose d'être celui qui va contrôler les voies ferrées, c'est un peu comme si vous contrôlez le système veineux d'un pays. C'est-à-dire, Ouais. à tout moment, vous Vous pouvez pouvez couper la augmenter les circulation prix, sanguine. couper, etc. Vous créez une dépendance, hein, on voit bien avec les détroits, les Américains par rapport à Panama, Suez, etc. Donc celui qui contrôle les voies commerciales, quelque part, il contrôle tout. Parce qu'en fait, on ne peut pas se passer facilement de lui. Et Israël a montré euh, tristement, depuis très longtemps, à quel point il ne respectait aucun accord, aucun voisin, rien du tout. En fait, c'est pire, ils veulent tout pour eux. Donc on voit avec la colonisation des territoires palestiniens, et je parle là de la Cisjordanie, parce que ce qui se passe à Gaza dépasse l'entendement, et il faut le dire et le répéter, parce que c'est vraiment important. Mais la Syrie n'a pas pu tomber sans Israël. Je rappelle que pendant les 10 dernières années, le régime de Tel Aviv n'a jamais eu de cesse de bombarder la Syrie. Ouais. Et dans la foulée de la chute de Bachar al-Assad, ils ont bombardé plus qu'ils n'avaient jamais bombardé. C'est-à-dire, il y a eu des tas de garnisons qui ont été détruites, de dépôts d'armes, de systèmes de défense antiaérienne, etc. Ce qui fait que la Syrie, aujourd'hui, est un pays qui est complètement à genoux. En fait, ils ont des soldats ou miliciens ou ce que vous voulez avec des voitures civiles plus ou moins militarisées, avec des mitraillettes plus ou moins lourdes, éventuellement quelques bazookas, mais sans doute pas tellement, ça leur a été confisqué au fur et à mesure. Donc on est exactement comme ça s'est passé partout dans les pays que certains souhaitent dépecer, ils reviennent à l'âge des cavernes, entre guillemets. On a Mhm. vu, ça s'est passé comme ça en Libye, ça s'est passé comme ça en Irak. C'est en train de se passer comme ça en Syrie. Et dans chaque pays, il y a toujours une constante, c'est que les routes commerciales, quand elles sont nécessaires, et en tout cas les infrastructures pétrolières, sont entièrement contrôlées par les États-Unis. C'est vrai en Libye, c'est vrai en Irak et c'est vrai en Syrie. Et Mhm. donc, on voit bien que ces guerres pour les Américains sont très juteuses, entre guillemets, et Israël, ce qui les intéresse manifestement, c'est plus un projet d'expansion régionale. Et Mhm. donc, ces voies ferrées dont vous parlez, c'est un excellent moyen de s'introduire dans les différents pays, dans lesquels, évidemment, on peut faire très rapidement un parallèle avec Epstein ou autre, il va y avoir tout type de corruption, donc ce qui va forcément déstabiliser des chefs d'État ou des princes ou des membres de familles royales, etc., qui vont se retrouver avec un pistolet sur la tempe parce qu'ils auront fait des choses inavouables ou accepté des pots de vin inavouables. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que les accords Abraham sont la porte ouverte pour un nouveau type de corruption, mais qui sera banalisé. C'est-à-dire Mhm. aujourd'hui, ça a lieu, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça ne l'est
dans le cadre des accords Abraham. Et il n'y a qu'à regarder les différents pays qui sont rentrés dans les accords Abraham. C'est extrêmement compliqué parce qu'immédiatement, ils sont colonisés économiquement. C'est-à-dire que les meilleurs emplacements, les meilleures tours, les meilleurs centres commerciaux, en fait, tout ce qui va produire des revenus récurrents est quasiment acheté immédiatement par des personnes qui ont véritablement une stratégie de conquête. Si on demande aujourd'hui au Liban, aux différentes agences immobilières, qui achète le plus, c'est invariablement des personnes liées à Israël. Mais ça, c'est D'accord. une très vieille recette Mhm. qui date de bien Depuis avant. les années 30, ça, depuis les années Exactement. 20, les années 30. C'est toujours la même recette. À l'époque, Mhm. c'était des kibbutz. Et puis de là, ça s'étendait, ça s'étendait. Puis après, il y a eu le terrorisme, etc. Ça fonctionne toujours comme ça. Et ça fonctionnera de la même manière. C'est-à-dire qu'en Donc, fait, si ne j'ai bien pas. compris, Bertrand Scholler, c'est ce que vous êtes en train de dire, le projet tel qu'il est présenté, s'il c'était vraiment sincère pour créer une dynamique où tous les pays vont coopérer et collaborer, Non, ça il n'y a aurait pas de été projet bien, sincère. tout le monde l'aurait soutenu. Mais le problème que c'est enjolivé, mais en réalité, ça cache une stratégie de conquête et de. Exactement. Vous savez, Kamal, euh, les, les Américains, mais c'est encore pire avec les Israéliens, ils sont capables de déchirer un contrat dont l'encre est sèche, mais l'autre partie a tenu sa parole. On a vu ça avec les Iraniens. Ils ont respecté le contrat qui avait été signé sous Obama. Ils ont continué à le respecter, alors Ouais. qu'aucun des autres partis n'a respecté le contrat. Mhm. Et leur récompense, c'est d'avoir été bombardés pendant 12 jours et d'avoir vu leurs infrastructures détruites. On a à chaque fois qu'il y a des possibilités de cesser le feu ou d'accalmie à Gaza, invariablement, on a une déception immédiatement après ou avant. C'est-à-dire, je vais prendre un autre exemple. Pour Gaza, tout le monde peut voir, à chaque fois, il y a censé avoir un cessez-le-feu. Et sans même chercher un alibi, les bombardements reprennent. Et au moment du ramadan, la dernière fois, donc juste Ouais. en mars, quand le ramadan commençait. Mais prenons le cas de Nasrallah. On lui fait miroiter un cessez-le-feu au Liban en septembre l'année dernière. Il y croit et finalement, il est tué avec des milliers d'autres personnes à Beyrouth sous une pluie de bombes qui détruit totalement un quartier entier. Donc à chaque fois qu'en fait vous pensez que vous allez normaliser les relations, que vous allez obtenir l'accalmie, la fin des bombardements sur votre peuple, etc., souvent c'est votre vie qui tombe et les bombardements qui s'accélèrent. Il y a un accord de cessez-le-feu en ce moment entre le Liban, je ne parle même pas du Hezbollah, c'est un accord de cessez-le-feu entre le pays, le Liban, et Israël. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas des bombardements depuis le cessez-le-feu par Israël sur le Liban. Pourquoi? Parce que Israël a créé la logique d'un cessez-le-feu, mais variable. C'est-à-dire qu'en fait, il s'autorise à tirer sur tout ce qui pourrait représenter un jour un danger. Mais la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire qu'Israël montre qu'il est un danger pour l'autre en continuant à le bombarder, mais l'autre n'a pas le droit de considérer qu'Israël représente un danger pour lui. Donc c'est que des doubles standards, mais auxquels tout le monde s'est habitué. Donc quand Israël dit j'apporte un train pour la paix, en fait, c'est uniquement la paix d'un grand Israël qui va petit à petit virer les gens par la corruption, par des fausses flags, par des attentats qui feront que les gens se tueront les uns les autres. Ce sera l'âge des cavernes. Alors, Il faut vraiment par voir. rapport à ça, Bertrand Scholler, s'il vous plaît, quand Katz souligne, donc, quand il s'est rendu à Oman, l'importance du projet, il dit pour les Palestiniens, hein, en déclarant, je le cite, en reliant les Palestiniens au port de Haïfa, nous leur donnons une chance de participer au commerce mondial,
ce qui leur apportera des avantages économiques et sociaux. Alors, Mais, c'est, c'est en mais c'est, réalité, mais aujourd'hui, il y a ce que toutes les personnes honnêtes peuvent qualifier comme un génocide. C'est-à-dire que si vous prenez la définition du mot génocide, en ce moment, à Gaza, l'État d'Israël fait un génocide. ben, Qui peut faire confiance à un État génocidaire? Personne. La nourriture aujourd'hui, les personnes qui veulent aller chercher de la nourriture, ils sont bombardés. ils sont bombardés, ils sont tués, mais pas un ou deux, des dizaines à chaque fois. C'est-à-dire que petit à petit, ils sont découragés et donc ils sont laissés à mourir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut imaginer les températures qu'ils peuvent faire à Gaza. On est en plein été, il y a quasiment pas d'eau. On est véritablement à l'est de la Méditerranée, donc c'est chaud et très très humide. Les installations pour l'eau ont été détruites. Les stocks de nourriture n'existent plus depuis longtemps. Les camions ne peuvent pas rentrer. Il n'y a même plus de largage aérien d'aide humanitaire. C'est-à-dire que même les pays qui, jusqu'à un certain moment, pouvaient larguer de l'aide humanitaire ne le font plus. Pourquoi? Bah, si vous êtes russe et que vous voulez envoyer de l'aide humanitaire, avant, vous pouviez passer par l'Arménie, la Syrie, et puis larguer depuis la Méditerranée. C'est plus possible. Il n'y a plus aucune route aérienne pour que des pays comme la Chine ou la Russie puissent aller faire de l'aide humanitaire aérienne à Gaza comme ils l'avaient fait pendant un certain temps. C'est à ça qu'aujourd'hui, donc on parle de voies ferrées, mais, mais même le transport aérien maintenant, il est bloqué. Mhm. Il faut vraiment voir qu'on est dans une situation qui est complètement abominable. Parce que les pays disent, par exemple, la Syrie, ah non, non, je ne peux pas vous laisser faire ça, ça va fâcher Israël, et vraiment, j'ai pas besoin de ça en ce moment. Ils me bombardent déjà assez comme ça. Ouais. Donc, c'est la loi du plus fort. Les Américains, les Israéliens, les Européens ne respectent rien. Il y avait eu un accord, et Vladimir Poutine a montré ça aux pays africains en leur disant, vous ne pouvez pas faire confiance à ces gens-là. Il y avait eu un accord de paix dont tout était signé, même les drafts des annexes. C'était en 2022 entre l'Ukraine et la Russie. Ouais, ouais. Eh bien, on sait que Johnson et Macron ont fait capoter cet accord et dans la foulée, il y a eu Boutcha. Comme par hasard, il y a toujours ce type de coïncidence. Tout à l'heure, je parlais de l'hôpital, là de Boutcha, etc. On sait que ce genre de choses va arriver invariablement. Il y aura des attentats. Il y aura des ingénieurs ou des commerciaux israéliens qui seront tués ou qui seront blessés ou qui seront enlevés. Et ça justifiera de renverser des régimes. Ça Mhm. justifiera de renverser des pays entiers. Donc le train de la paix, en fait, c'est un peu comme dans une partie stratégique. Ça va être de prendre des positions dans des pays et surtout d'obtenir que des gens plus corruptibles, puisque vous parliez des Palestiniens, des gens plus corruptibles au niveau de l'autorité palestinienne vont se laisser tenter. On voit bien, parce que tout à l'heure, vous avez parlé des Druzes, mais comme si les Druzes, c'était un ensemble homogène. Mais il Mhm. y a 250 000 Druzes en Israël, et ben vous voyez certains 150 d'entre 000. eux, oui, 150 000. 150 000, eh bien vous avez des chefs spirituels druzes qui sont filmés devant les télés en Israël ou aux États-Unis en disant il faut absolument qu'Israël prenne le contrôle de tout ce qui est druze. Ouais. Le grand chef druze au Liban, qui s'appelle Walid Jumblat, c'est quelqu'un d'important, il est respecté. Lui, il dit mais laissez-nous tranquilles.
On est content au Liban, on est content en Syrie, on est content en Irak. Qu'est-ce qu'Israël vient nous expliquer comment on doit vivre ou les Druzes d'Israël? Mais lui, il n'est pas entendu. C'est-à-dire que personne ne l'écoute. Il va passer sur des médias comme le vôtre, il va peut-être être repris sur X par quelques personnes, mais il va pas faire la une des grandes télés en Mhm. Occident. Et donc les gens n'ont qu'une Et impression. pourtant, c'est un dirigeant important et historique. C'est-à-dire que Exactement. d'un point de vue de leadership et de légitimité, on peut rien lui reprocher sur ce Ah point-là. non, non, non. Et D'accord. il a toujours défendu les intérêts. Mais il faudrait quand même juste rappeler une chose, c'est que la frontière d'Israël est une des frontières les plus sécurisées du monde. Alors on a vu le 7 octobre, bizarre, mais on va pas revenir là-dessus. Mais au moment où il y a, semble-t-il, des Druzes qui se font couper la moustache, est-ce que vous savez combien de Druzes armés et équipés ont On pu traversait la sortir? frontière. Ouais. Non mais et après, ils ont dit, oh, on a été débordés, on n'avait pas vu, on n'avait pas imaginé. Des milliers de combattants D'accord. sont partis. On reprendra sur ce point-là dans la deuxième partie. Parallèlement donc à la concurrence turco-israélienne pour les corridors ferroviaires traversant le sud de la Syrie et du Liban aussi, l'ambitieux projet NEOM de l'Arabie Saoudite ainsi que le système d'infrastructure lié à l'Ain de 2030 des Émirats Arabes Unis apparaît comme un troisième acteur qui remodèle le jeu géopolitique dans la région. Alors, le projet vise à transformer le nord-ouest de l'Arabie Saoudite en un centre économique et logistique mondial, comprenant des lignes ferroviaires également et des réseaux de transport s'étendant du cœur de la péninsule arabique jusqu'à la mer Rouge, donc repositionnant inévitablement les routes commerciales régionales. Alors, ce changement est directement lié au projet de Tel Aviv de construire des lignes de chemin de fer s'étendant d'Ilat à côté de Neom, à Aqaba, puis au sud de la Syrie jusqu'à Beyrouth ou Tripoli au Liban. Alors, Bertrand Scholler, ici, Souaïda, c'est-à-dire cette région-là peuplée par les Druzes, devient-elle le nœud stratégique indispensable qui pourrait servir de porte d'entrée entre le Golan syrien occupé et les zones contrôlées par les Kurdes en Syrie et en Irak? Et puis, ce corridor réinvente-t-il le rôle d'Israël dans la région à travers la domination des infrastructures, fusionnant le colonialisme, euh, le colonialisme de peuplement avec la logistique? Alors, euh, peut-être presque avant de reparler de corridor, je voudrais rappeler que le premier besoin humain, c'est d'avoir accès à l'eau. Allô, oui, absolument. Et la région de Souaïda, comme la région du Golan, en fait, c'est deux montagnes. Et qui dit montagne, souvent dit eau. Donc, tu as du ruissellement d'eau, tu as des possibilités de barrages, etc. On sait bien. Et donc, Israël, en fait, veut d'abord assécher les pays. On sait que la Syrie a été asséchée puisqu'ils ne pouvaient pas utiliser l'eau du Jourdain. Et donc, ils étaient obligés d'aller vers l'Euphrate pour toute leur agriculture, puisque l'eau qu'ils avaient de la montagne du Golan, en fait, c'était juste assez pour alimenter en eau les habitants. Aujourd'hui, cette eau, elle est contrôlée par Israël, qui n'a pas encore coupé les robinets. D'accord, Mais je vous rappelle que la première chose qu'Israël a faite quand ils ont décidé d'attaquer Gaza, ça a été de couper l'eau. ouais, Ils ont coupé du jour au lendemain entre 30 et 40% de l'eau qui approvisionnait Gaza. Donc, déjà, avant même les routes commerciales, il y a la guerre de l'eau. Et aujourd'hui, l'eau est contrôlée dans cette région quasiment totalement par Israël. Donc, toute l'eau de Cisjordanie est contrôlée par Israël. Toute l'eau de Gaza est contrôlée par Israël. Et pratiquement la moitié maintenant de l'eau de
la Syrie est contrôlée par Israël. Alors ensuite, d'un point de vue route commerciale, alors il faut voir qu'Israël n'est pas véritablement un pays qui produit beaucoup de choses. Alors ils produisent de l'armement, ils produisent des logiciels, mais en réalité, ils n'ont même pas tellement envie que les gens sachent qu'ils produisent tout ça. Ça se passe dans des salons d'armement, mais le grand public n'est pas tellement informé. Et on entend de temps en temps parler des logiciels d'espionnage qui sont fabriqués par Israël, mais pareil, ça reste très vague. Mais ils sont pas connus pour avoir une industrie textile, de chaussures, de bois, même de pétrole ou de gaz. Mhm. Mais en revanche, comme vous l'avez dit et répété depuis tout à l'heure, ils voudraient bien être le nœud central de toute l'économie de cette région. Dire, voilà, tout ce qui arriverait de l'Europe et qui chercherait un port a intérêt à arriver vers un port israélien, sous-entendu, bah, les ports syriens, les ports libyens, on sait bien qu'ils ne sont pas très fiables, hein. On a vu l'exposition du port de Beyrouth et Oui. maintenant bah, les ports De euh, Tripoli et sont sous contrôle turc, pratiquement. exactement. Et en Syrie, les pays qui investissent dans les ports, effectivement, sont les Émirats, qui ont des budgets en milliards, mais on ne sait pas du tout comment va se comporter la Russie par rapport à tout ça, puisqu'ils ont toujours leur Latakia et implantation. Tartus. Ouais, On sait. exactement. Mais comment ça va évoluer, on ne sait pas. Mais en tout cas, Israël veut devenir le nœud gordien. Et tout le monde sait que Donc, c'est... ici, Bertrand, je pense que vous posez la main sur quelque chose de très important. Donc, effectivement, c'est un pays qui ne produit pratiquement rien. Et il vit uniquement des aides qui sont données et de la guerre. des Américains et de la guerre. Et donc, il veut contrôler, mais c'est pas dans un esprit de développement. En Non, tout cas, s'il ne change pas de paradigme. C'est pas dans un esprit de développement et de partage, mais c'est avec une mentalité rentière. Oui, je suis là, c'est moi le chef. exactement. Parce que, parce que vous évoquez le problème de l'eau, par exemple. Mais bon sang, et ça fait des décennies que les technologies de dessalement de l'eau de mer existent et qu'il suffit juste de s'ouvrir un peu la tête et de dire que on prend ce qu'il y a dans la région comme eau et ce qui manque pour toutes les populations, on pourrait faire du dessalement de l'eau de mer. Pourquoi la guerre? Bah, alors déjà, par exemple, il y a des très très grandes usines de dessalement d'eau de mer en Algérie, Mhm, mais c'est extrêmement coûteux et l'eau de mer, elle est salée évidemment, puis c'est pour ça qu'on la dessale. Et le sel, c'est un corrosif inimaginable et donc bah, il faut sans cesse changer des installations, etc. Et comme Israël s'approprie toute l'eau douce, hein, le Jourdain, etc., bah, eux ont largement assez, sous réserve que les autres n'y touchent pas. On a vu, hein, il y a eu quasiment une guerre entre le Pakistan et l'Inde pour l'eau. L'eau, il va y avoir de plus en plus de guerres dans le monde pour l'eau. On voit mhm, bien avec l'agriculture intensive, Thaïlande, Vietnam, tous ces pays-là, la forêt recule, pareil au Brésil. Donc l'eau, c'est vraiment un enjeu clé. Et idem en Ukraine, avec le Dniepr. On a vu les barrages fournissent de l'électricité sur le Dniepr et c'est l'eau qui était utilisée pour empêcher la Crimée par les canaux d'être irriguée. Donc l'eau, c'est une arme de guerre très très importante et qui est souvent sous-estimée et quand on réalise qu'on l'a sous-estimée, il est trop tard. Et donc, effectivement, je pense que le mot que vous avez utilisé est un mot très intéressant, le mot rentier. Et derrière le mot rentier, il y a un autre mot qui est très intéressant, c'est le mot usure. mhm, Et donc, on a une guerre d'usure contre les pays, c'est-à-dire qu'on a un pays qui est de plus en plus fort et ses ennemis sont de plus en plus faibles ou de plus en plus corrompus ou corruptibles. Et donc, on est quasiment à la limite d'un château de cartes qui s'effondre.
C'est-à-dire que quand il y avait encore Soleimani qui était vivant, eh bien l'Irak, Je rappelle que le général Soleimani était le chef de la force Al-Quds, c'est l'unité d'élite des gardiens de la Révolution. Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe à la deuxième partie, parce que en fait, c'est quand on regarde la situation internationale actuellement, on ne peut pas séparer ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient de la guerre en Ukraine, de ce qui s'est passé dernièrement contre l'Iran, l'implication d'autres pays comme l'Azerbaïdjan, et ce qui se passe aussi en Europe, dans la région des Balkans, de tout ce qui vise aussi l'Asie centrale. C'est pratiquement quand on regarde bien, on sait que c'est la même stratégie. Et j'aimerais bien donc avoir votre avis et vous faire réagir par rapport à ça. Alors, il y a quelques jours, la Hongrie, la Serbie et la Russie ont mené des négociations sur la construction d'un nouvel oléoduc. Donc, c'est ce qu'a annoncé Peter Szijjártó, c'est le ministre hongrois des Relations économiques extérieures et des Affaires étrangères, en publiant des photos des discussions trilatérales qui se sont déroulées par visioconférence. Alors, Bertrand Scholler, tenant compte de ce qui s'est passé déjà dans cette région des Balkans, dont on sait que les enjeux qui ont déclenché la guerre et vers quoi ils ont mené, ma question, risque-t-on de voir de nouveaux troubles dans les Balkans en vue de tuer ce projet dans l'œuf? Ou toute coopération, ou rapprochement, ou apaisement même des tensions avec la Russie? Et alors, la deuxième chose, les rapports qui sont apparus il y a 2 ans sur des activités troubles du MI6, c'est les services d'enseignement étranger britanniques dans les Balkans, augurent-ils de quelque chose de mauvais? alors déjà, peut-être, encore une fois, revenons un peu en arrière. Mhm, Donc, le Kosovo, c'est une région a une forme d'autonomie vis-à-vis de la Serbie, mais qui n'est pas un État reconnu par l'ONU, parce mhm, que la Chine et la Russie en particulier ont toujours mis leur veto. Mais dès 2008, la France, par exemple, a reconnu l'État du Kosovo, et il y a un certain nombre de pays qui ont retenu le Kosovo, dont Israël. Je dis ça parce que, et en contrepartie d'être reconnu par Israël, le Kosovo a dit, je mets ma capitale à Jérusalem, et ceci, et cela, etc. Donc on a véritablement une diplomatie à nouveau de la guerre et des implantations, mais les Français, par exemple, n'ont toujours pas reconnu la Palestine, alors que depuis 1948, dans la création de l'État d'Israël, il y a la nécessité de créer un État palestinien. absolument. Donc, depuis 1948, la France n'a toujours pas fait le moindre pas pour reconnaître l'État palestinien, mais pire, parce que tu parles du MI6, mais on va y revenir, mais pire, la France, Macron a dit, on va faire un sommet avec l'Arabie saoudite quand le génocide de Gaza a repris pour reconnaître un État palestinien. Et ça devait être en juin. Donc En ça juin, a ouais. été annoncé en mars, ça devait être en juin et ça a été complètement oublié. Donc, on est un pays qui reconnaît le Kosovo, qui met une pression d'enfer sur la Serbie pour s'éloigner le plus possible de la Russie et se rapprocher très étonnamment en permanence des intérêts d'Israël. Je te rappelle que quand Trump, dans son premier mandat, avait reçu Vucic, il lui avait fait signer un papier comme quoi la Serbie également, pour avoir un apaisement vis-à-vis du Kosovo, parce que toujours ce bras de fer, allait reconnaître Israël, enfin Jérusalem comme capitale d'Israël et y implanter en fait des structures commerciales, etc., au nom des relations entre la Serbie et Israël. Donc, on est tout le temps au nœud gordien. Mhm. C'est-à-dire que quelle que soit la région du monde dont tu parles et où il y a un problème,
donc là on parle du Kosovo, eh bien invariablement, il y a un lien extrêmement fort avec Israël qui est d'une manière ou d'une autre lié à ça. Et quand on reprend les discours de l'époque, avant les bombardements français, parce que c'est quand même la France qui est à l'origine de tout ça, hein, les bombardements de Belgrade, etc. C'était à l'époque, c'était Kouchner, c'était sous Mitterrand. Donc on voit l'impact toujours de la France pour avoir ce rôle destructeur et qui est encore plus fort aujourd'hui avec Emmanuel Macron qu'il était à l'époque de François Mitterrand. Mais sous des airs, je n'y touche pas, je fais tout ça pour protéger des minorités. Donc là, on a la protection des minorités druzes. On avait la même chose pour la destruction, la première guerre civile, entre guillemets, en Syrie. On a la même chose, on a eu la même chose en Libye, exactement la même chose en Irak, hein, puisque c'était exactement la même chose en Irak. Et donc, aujourd'hui, au Kosovo, effectivement, c'est un volcan qui est prêt à exploser à tout moment. Et Mhm. les pauvres Serbes qui n'ont pas d'accès à la mer, qui n'ont pas d'accès à rien, qui sont complètement encerclés, entre guillemets, par l'OTAN, et qui ont euh, une partie du peuple qui dit il faut qu'on rejoigne l'Europe, parce que soi-disant l'Europe va leur permettre enfin de vivre plus librement, etc., etc. Eh bien, disons, la zone de danger, c'est toujours lié au découpage des frontières. Et si tu D'accord. reprends le découpage des frontières du Moyen-Orient, ça a toujours été fait pour couper des ethnies, des peuples, etc. Bah, la Yougoslavie, en fait, ils vivaient très bien Effectivement, tous dans les ensemble. accords de Sykes-Picot, toutes les ethnies ont été coupées sur Exactement. trois, quatre fois pour créer des bombes à retardement qu'on pourrait utiliser. C'est Oui, clair, hein, à tout moment. c'est un constat. C'est pas une théorie Non, de complotiste. C'est un constat. mais c'est fou. Parce qu'en fait, quand tu regardes le monde avec les yeux de quelqu'un qui fait une enquête sérieuse, eh bien, tout ce que tu vas pouvoir dire va te faire passer pour un complotiste alors que c'est factuel, va te faire passer pour un raciste ou un antisémite ou un machin, alors que tu ne fais que regarder les choses factuellement. Et les gens n'osent plus parler. Et des médias comme Spoutnik, comme d'autres, ont été interdits parce qu'ils permettaient, enfin, tu vois, de parler de toutes ces choses-là, mais sans aucune haine, juste pour que les personnes qui écoutent comprennent que la réalité est légèrement différente de tout ce qu'on leur dit sur les médias mainstream, sur toutes les questions. Et donc, oui, la Yougoslavie, également, comme la Libye, comme maintenant la Syrie, ce sont des cicatrices béantes pour Mhm. la Russie. Parce qu'en fait, à chaque fois, ce sont des pays forts, des pays neutres ou des pays alliés à la Russie qui sont tombés. Et donc on voit que même si la Russie est en train de d'avancer en Ukraine, que sur tous les autres fronts, les choses sont moins simples. En ce moment, on entend les Russes et les Iraniens, pour reparler des routes commerciales, extrêmement inquiets de ce qui est en train de se passer en Arménie, Ouais. avec le corridor de Zangezur. Ouais, ouais, On ouais. a en ce moment, vous évoquiez le MI6, Londres qui vient d'avoir pour la première fois un accord pour mettre en place des attachés militaires auprès du gouvernement du Kazakhstan, Ouais. avec tout ce que ça peut vouloir dire. Donc, l'empire, entre guillemets, le monde global, le monde hégémonique, a tendance israélo-américaine. On ne sait pas vraiment qui décide pour l'autre, en fait. Et véritablement pas du tout affaibli. Il est en train de continuer à grignoter partout dans le monde. Et c'est la tentative d'intimider les pays des BRICS, de Alors, dire, par rapport à ça, justement, je vous pose la dernière question qui me semble très importante pour clôturer cette émission. Alors, et vous venez de le dire, donc les incendiaires de ce qu'on appelle l'État profond
qui contrôle donc l'économie, la finance, les moyens de la guerre, l'armement, visiblement ne se repose pas. Il préparerait donc le terrain pour une nouvelle série de conflits non provoqués entre les États baltes et la Finlande, contre la Russie, une autre guerre non provoquée contre la Russie et la Moldavie, un mouvement séparatiste. Ce sont tous des régions où on observe des mouvements quand même pas très, le moins qu'on puisse dire, c'est louche. Il y a un mouvement séparatiste au Baloutchistan pour diviser le Pakistan, la déstabilisation de la Birmanie par des groupes terroristes bangladais et bien d'autres. Donc, plus à l'est, et ils orchestrent aussi une invasion non provoquée de la Chine contre Taïwan. Ils font tout le possible pour relancer une guerre entre les deux Corées. Les agences de renseignement, comme disent beaucoup de rapports occidentales comme la CIA, le MI6 et le Mossad, ainsi que les forces spéciales britanniques et américaines, sont impliquées, selon plusieurs analystes et observateurs, jusqu'au bout dans chacun de ces conflits en tant qu'instigateurs et incendiaires. Alors, j'ai une question fondamentale par rapport à ça. Alors, à ce niveau d'analyse, donc Bertrand Scholler, les événements entre Israël et l'Iran s'inscrivent-ils, que nous avons dernièrement, ce qui se passe actuellement avec les Druzes et ce qui pourrait se passer dans d'autres régions du monde, s'inscrivent-ils dans le même conflit que ceux qui touchent l'Ukraine, la Syrie, le Yémen et d'autres pays? Donc, un affrontement fondamentale entre deux systèmes de gouvernance unipolaires et multipolaires. Oui, vous avez vraiment mis le doigt dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour conserver son hégémonisme du dollar, des échanges mondiaux, des structures mondiales, hein, même de l'ONU, FMI, Banque mondiale, etc., les Américains et leurs alliés, donc Israël et les pays d'Europe, ont besoin en permanence de guerre. Parce qu'en fait, les guerres les nourrissent eux et ils peuvent faire des changements de régime ou en tout cas affaiblir des gouvernements et leur mettre le couteau sous la gorge, comme le gouvernement serbe qui est de plus en plus affaibli. C'est-à-dire, plus le temps passe, ce qu'il faut comprendre pour revenir, la Serbie, en fait, la Yougoslavie, quand elle est tombée, quand il y a eu tous les bombardements de Belgrade, etc., la première chose que fait l'Occident, c'est acheter tous les médias. Et ensuite, ils vont changer En les Serbie. mentalités des En gens. Serbie. En Serbie, ils ont D'accord. acheté tous les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias en Serbie, mais c'est vrai en Hongrie, c'est vrai presque partout, sont contrôlés en grande partie par USAID, Soros ou des grands fonds qui sont liés à BlackRock. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, toutes les guerres partout dans le monde, elles ont lieu d'une part parce que les peuples ont appris à croire des choses qui sont totalement absurdes et loin de la réalité. Et là, par exemple, le fait que, soi-disant, le régime syrien voudrait massacrer des Druzes, en fait, euh, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a vu avec Bakou, machin. Enfin, tout ça, c'est un espèce de poker à 10 bandes. D'ailleurs, on se demande même si un jour l'Azerbaïdjan ne deviendra pas un ennemi de la Turquie, main dans la main avec Israël. Et c'est l'Azerbaïdjan qui voudra conquérir Istanbul et pas l'inverse. Enfin, tout est devenu n'importe quoi. Mhm. C'est-à-dire que la Turquie vient de commander ou est sur le point de commander des Eurofighters. Donc ils disent, bah, tant pis, vous n'avez pas voulu nous donner des F-35, on va acheter des Eurofighters comme on a acheté des S-400, comme on a... Plus rien n'est lisible, il y a trop de conflits partout. Et donc quand tu es un pays comme la Russie, qui est un très grand pays, mais pas un pays surpeuplé, si tu veux, la Russie, elle a une grande agriculture, une grande industrie, des services secrets aussi, une armée, etc. Mais face au Pentagone, à la NSA, à la CIA, mais à la même chose, le MI6, la France, Israël, c'est extrêmement difficile d'être acteur sur tous les théâtres de conflits possibles.
Ouais. Et c'est pour ça que c'est urgent et indispensable que la Chine réalise que ce qui vient de se passer avec la Libye, puis avec l'Irak, puis avec la Syrie maintenant, peut-être demain avec l'Iran, peut créer un cataclysme en Russie et ensuite en Chine. Et après, le monde, réellement, nos enfants vivront dans un monde abominable où on n'aura plus le droit de penser, on n'aura plus le droit de réfléchir, sauf si on appartient à certaines castes, à l'intérieur de castes, hein, parce que toutes les étiquettes de frontières ou de religion n'existeront plus. Il y aura des nouveaux critères pour permettre aux gens de vivre d'une certaine manière. Et c'est ce que veulent empêcher, c'était votre question du début, ceux qui veulent un monde multipolaire, Mhm. c'est-à-dire un monde dans lequel il y a des options, un monde dans lequel les cultures sont valorisées, les langues sont valorisées, dans lequel il y a un débat, dans lequel il y a des questions. Mais il y a des gens qui ne veulent plus ça. C'est des gens qui ne supportent pas la démocratie, c'est des gens qui ne supportent pas l'hétérogénéité. Ils veulent une standardisation de tout, de la nourriture, c'est McDo, des boissons, c'est Coca ou de l'eau purifiée, des hôtels, des villes de 15 minutes, etc., etc. C'est plus un monde qui est fait pour les humains, c'est un monde qui est fait pour les robots. Parce qu'en fait, on est vraiment à une époque où on comprend cette religion darwinienne, parce que Darwin, c'est pas une science, c'est vraiment une religion, Mhm. et où tout ce qu'on nous a appris à l'école nous fait accepter l'idée qu'il y a des gens qui ont le droit de dominer sur les autres par la force et que Ouais. c'est l'évolution naturelle. Ce n'est pas l'évolution naturelle. L'évolution naturelle, c'est le dialogue, c'est l'amour, c'est la paix, c'est. Mais on a des gens qui ne veulent pas ça. Et donc, à chaque fois qu'on s'approche d'une paix, ils créent une nouvelle guerre. Parce que dans le jargon de gens comme de personnes comme Emmanuel Macron, la guerre, c'est la paix. Pour D'accord. Israël, détruire un pays, c'est faire la paix, c'est vouloir la paix. On est dans un monde où tous les mots ont été inversés. Même les mots vaccin, tout a été inversé. Et il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Donc merci de m'avoir D'accord. donné la parole. Je t'en prie. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Bertrand Scholler, je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci Kamal. Merci à tous.